Bonsoir à tous. Meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux de bonne santé avant tout, et que l'ouverture culturelle vous guide. Le CAUE du Gard, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, a le plaisir de vous proposer cette nouvelle conférence. Je vous rappelle que nous avons à votre disposition au CAUE des ouvrages 10 ans de culture partagée qui rassemblent la synthèse des 50 premières conférences. Donc ces ouvrages, nous vous les offrons, mais le seul effort que nous vous demandons, c'est de venir les chercher au CAUE, à notre nouvelle adresse. Nous sommes désormais installés au 29 rue Charlemagne. Voilà. Alors, pour ceux qui ne reçoivent pas nos invitations, vous avez une feuille pour vous inscrire à l'entrée. Voilà, je voudrais remercier le département du Gard, le conseil départemental qui met à notre disposition cette salle. Sachez que nous disposons de moyens qui sont en nette diminution pour continuer à vous offrir avec un accès libre ces conférences. Et donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, parce que, voilà, il ne faudrait pas que l'année prochaine ou voilà, une année prochaine, nous ne puissions plus vous offrir ces conférences qui sont, à nos yeux, importantes. Juste une petite annonce avant de passer la parole à notre invité. La prochaine conférence sera donnée par Jean-Louis Knidel. Jean-Louis Knidel est paysagiste à Valence. Il fait partie d'une agence de paysagistes qui s'appelle APS. Et il est également paysagiste conseil de la DDTM. Donc c'est la Direction départementale des territoires et de la mer dans le Gard. C'est-à-dire qu'il vient 2 jours par semaine donner des conseils sur des projets qui ont un enjeu assez important pour le département. Et il va venir présenter 15 ans d'expérience de cette agence de paysagistes. Et je vous encourage vraiment à venir participer à cette conférence parce qu'il va pouvoir expliquer sa démarche, notamment des projets comme celui du Fort Saint-Jean à Marseille, donc juste à côté du Mucem, projet qui leur a valu de nombreuses récompenses. Voilà, donc sinon, nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir pour la 3e fois Hervé Brunon à Nîmes. Et vraiment, je le remercie vivement parce que son temps est précieux, il vient de Paris et vraiment c'est un grand bonheur pour nous à nouveau. Il était venu nous parler du traitement de l'espace dans les jardins en Occident au XVe siècle, sujet particulièrement pointu. Puis plébiscité par le public, nous avions à nouveau fait appel à lui pour aborder les jardins contemporains. Et ces 2 conférences se trouvent dans 10 ans de culture partagée. Pour ceux qui veulent les retrouver, vous pouvez le faire en venant chercher cet ouvrage. Et ce soir, donc, c'est un thème merveilleux, c'est l'imaginaire des grottes dans les jardins européens, donc pas seulement en France, et bien sûr en Italie. Et voilà, ça va être du pur bonheur. Et je vous remercie de votre attention. Un grand merci Anne-Marie Yanta, un grand merci au CAUE du Gard. C'est un bonheur partagé. Je suis très très content de revenir dans ce cycle et de retrouver Nîmes, de vous retrouver, d'évoquer avec vous ce sujet qui est en fait celui sur lequel a porté un livre qui est paru alors il y a 2 ans, il faut que je le dise l'an dernier, en 2014, en octobre 2014, donc il s'intitulait « L'imaginaire des grottes dans les jardins européens », publié chez Azan, publié avec Monique Mosser d'abord, je dois la citer, elle va être constamment présente avec moi virtuellement parce qu'on a vraiment écrit ce livre à 4 mains. Et donc Monique Mosser, vous la connaissez sans doute, elle est également au CNRS.
C'est la fondatrice de l'histoire des jardins en France, qui a notamment énormément travaillé sur les jardins du XVIIIe siècle, mais aussi du XIXe, du XXe siècle, et avec laquelle j'ai eu la chance de beaucoup travailler, puisque c'est le 3e livre qu'on a fait ensemble. Ça a pris 5 ans pour faire ce travail, et ce travail, il n'aurait pas pu voir le jour sans la décision, la détermination, la conviction d'un éditeur, qui est Jean-François Bariel, qui nous a quittés il y a quelques mois, à qui va être rendu un hommage ce samedi à l'Institut national d'histoire de l'art, samedi après-midi. Donc Jean-François Bariel, quelqu'un qui a énormément compté pour tout le monde de l'édition, de ce qu'on appelle dans le monde commercial les beaux livres, mais qui sont en fait des livres d'histoire de l'art, d'histoire des idées, d'histoire des jardins, d'histoire de l'architecture. Et Jean-François a cru dès le départ à ce projet qui était complètement fou. C'est ce que je vais essayer de vous raconter, parce que d'abord on traite d'objets qui sont par eux-mêmes des objets fous et qui rendent fous, mais on a réussi à tenir bon aussi parce qu'on avait une éditrice à nos côtés, Anna Bertaccini-Tadini, qui nous a accompagnés dans ce long voyage souterrain dont nous sommes ressortis et que je vous propose de refaire ensemble à nouveau ce soir. Alors, pour cela, je vais pas pouvoir évoquer toute la matière qui était à l'œuvre dans ce livre, mais peut-être d'abord essayer de revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une grotte de jardin d'abord. Peut-être que tout le monde n'est pas familier avec cette forme très, très importante dans l'histoire des jardins, puisque grosso modo on peut imaginer qu'il y a quelques dizaines de milliers de grottes qui ont été réalisées en Europe de la Renaissance à nos jours. Il y en a très peu qui subsistent, mais il y en a beaucoup qui subsistent, je vous en reparlerai. Ensuite, vous expliquer un petit peu comment on a travaillé, comment on est arrivé enfin, sous quel angle on les a abordés, et ensuite, ce sera la plus longue partie, vous proposer un parcours à partir de quelques thématiques qui correspondront à certains des chapitres, vous allez comprendre, pour un peu explorer cette richesse du patrimoine des grottes en Europe et comprendre, puisque c'était notre point de vue, en quoi elles participent de l'imaginaire des jardins et en quoi elles s'inscrivent dans l'histoire de la culture. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une grotte de jardin ? La question n'amène pas de réponse immédiate, si ce n'est que ce qui nous a semblé le plus important, c'est de montrer que ce sont d'abord des dispositifs complexes. Vous allez voir que techniquement, c'est des choses compliquées à faire et qui surtout ont une vocation qui est celle de représenter d'autres lieux. Alors, on peut partir d'une définition qui est celle que propose Jacques Boisseau de la Baroderie, donc dans ce premier grand traité sur l'art des jardins, publié à titre posthume en 1638. Les grottes, dit-il, il y a un chapitre spécifique sur cette question, sont faites pour représenter les antres sauvages, soit qu'elles soient taillées dans les rochers naturels ou bâties expressément autre part. Aussi sont-elles ordinairement tenues sombres et aucunement obscures. Ton sombre mais pas obscur, c'est déjà un paradoxe. Elles sont ornées d'ouvrages rustiques et d'étoffes convenantes à cette manière, comme pierres spongieuses et concaves, espèces de rochers et cailloux bizarres, congélations, pétrifications étranges, et de diverses sortes de coquillages, qui par leur forme et couleurs bien ordonnées font de beaux enrichissements. Les gouttières et rejaillissements de l'eau, ils sont propres et bienséants, rendant les choses plus naturelles. Et un peu plus loin, je ne lis pas tout le chapitre, il s'agit de rendre ces lieux encore plus étranges. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étrangeté ? C'est ça, par exemple. Voilà. Où on est ici ? On est dans un jardin très très beau, très difficile, dont le nom est très difficile à prononcer, Veitshöchheim. On est en Bavière, en fait, dans ce qui correspond à l'ancien territoire des princes-évêques de Würzburg. En l'occurrence, c'est le prince Friedrich von Steinsheim qui, dans les années 1770, réorganise ce grand jardin baroque et fait appel à un certain nombre d'artistes, notamment un architecte, Johann Philipp Geigel, et un stuccateur italien, Materno Bossi, pour réaliser cette grotte belvédère. Donc il y a une grotte au soubassement, et puis vous voyez au-dessus un petit belvédère. La grotte a deux façades, celle-ci et puis l'autre qui est de ce côté.
Et la façade, c'est un monde chaotique de formes animales, étranges, en partie naturalistes et en partie féeriques, un bestiaire fabuleux, avec une sorte de virtuosité technique, puisqu'il y a des fragments de pâte de verre qui sont enchâssés sur des stucs colorés. Et à l'intérieur, on entre dans un palais des merveilles, des colonnes qui sont entièrement recouvertes de mosaïques, un banc très précieux où on a envie de rêver, ce lustre extraordinaire. Et donc il faut imaginer la grotte plongée dans cette scintillante pénombre que permettent l'éclairage des bougies, les types d'éclairage de bougies qu'on a en fait au théâtre dans cette époque. Voilà, un lieu qui ressemble au palais des fées de la littérature. Et c'est, vous allez le voir, une constante, cette idée que les grottes sont faites pour rêver. C'est bien pour cela qu'on a pris cette notion d'imaginaire comme centre de notre lecture. Elles sont faites pour rêver d'une manière très particulière, d'abord parce qu'elles vont, et surtout peut-être parce qu'elles permettent de voyager. Elles permettent de voyager dans d'autres lieux, dans d'autres mondes, dans d'autres terres. Cette idée, elle est présente dès la naissance de la grotte. La grotte artificielle, en fait, elle apparaît petit à petit dans le monde hellénistique, notamment à Alexandrie, et puis surtout, elle va se développer à Rome, au 1er siècle avant notre ère, autour notamment d'une grande figure que vous connaissez tous, qui est celle de Cicéron. Cicéron, notamment, écrit à son ami Atticus, qui s'est fait une grotte dans sa propriété, et qui est aujourd'hui en Albanie, en fait, et qui a dédié cette grotte à Amalthée, la nymphe nourricière Amalthée, la nourrice de Zeus, celle qui, dans certaines versions de la légende, se métamorphose en chèvre, dont la corne est la corne d'abondance. Je voudrais, dit Cicéron à son ami, écrit Cicéron à son ami, que tu me dises comment est ton Amalthéon en grec, quelle est sa décoration, quel paysage, topothésia. Paysage n'existe pas en tant que tel dans le vocabulaire latin. Topothésia, c'est en rhétorique la description d'un lieu idéal, fictif, par opposition à la topographie, qui est la description d'un lieu réel. Quel paysage en forme le cadre, et que tu m'envoies les poèmes et les récits que tu possèdes sur Amalthée, j'ai envie d'en faire un dans ma villa d'Arpinum. Ce que Cicéron fit effectivement, et ce petit texte a fait rêver des générations d'architectes, de peintres, notamment Hubert Robert, lorsqu'il travaille pour Marie-Antoinette à la laiterie de Rambouillet, à la fin du XVIIIe siècle, vous savez sans doute qu'il y a eu une grande mode des laitages. Ce n'est pas uniquement élever des moutons, comme on a cette idée reçue, pour s'échapper dans un monde bucolique. C'est aussi parce que toutes les publications des médecins expliquent qu'il faut manger des fromages frais, etc. Donc les aristocrates se font réaliser des laiteries qui sont des éléments décoratifs, des fabriques de jardin. Et cette laiterie, donc, qui est conçue par Hubert Robert, exécutée par Jacques-Jean Thévenin, c'est l'architecte qui travaille souvent avec Hubert Robert, est une sorte de restitution, au sens archéologique du terme, de l'Amalthéum de Cicéron. Donc il y a un vestibule dans lequel une sorte comme d'un atrium de temple antique, et on pénètre dans la laiterie. Vous avez le plan sur la gauche et vous voyez à l'intérieur donc une sorte de grand chaos rocheux, et au centre la nymphe Amalthée, due au merveilleux ciseau du sculpteur Pierre Julien, qui est associé donc à cette chèvre nourricière. L'ensemble était autrefois d'ailleurs accompagné de tout un cycle de bas-reliefs qui développait la narration de cette légende de la naissance de Zeus. Donc, un lieu qui évoque un certain lieu mythique qui est la grotte sur le mont Ida, dans laquelle Zeus, Jupiter, est nourri par cette nymphe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de grottes. Alors je vais juste en prendre une autre, qui est peut-être la grotte la plus célèbre de tout l'Ancien Régime et qui a disparu, c'est la grotte de Versailles. La grotte de Thétis, qui a été conçue dès le premier projet d'aménagement des jardins de Versailles, et qui a dû céder la place lorsque la cour s'installe à Versailles dans les années 1680 à des agrandissements du palais, les grandes ailes, mais dont on connaît assez bien l'organisation, notamment par une description très détaillée de André Félibien, l'historiographe du roi, qui est accompagné de nombreuses gravures. Et cette grotte donc devait évoquer, nous explique
philibien, le temple, la demeure de la déesse Thétis, qui est une demeure maritime, que les poètes ont feint être la déesse de la mer. Et donc il fallait sans doute former un édifice qui ne parut point bâti de la main des hommes, mais par la nature, au milieu des eaux, d'un ordre solide, embelli de manière convenable à ces situations et enrichi de ce qu'il y a de plus précieux dans la mer. On va voir que ce thème de la préciosité, du trésor, des merveilles de la nature, c'est aussi une constante. Et en fait, Philibien brode à partir d'un vers et quelques, de deux vers des Métamorphoses d'Ovide, qui évoquent cette grotte de Thétis. Au milieu d'un bois s'ouvre une grotte. Est-elle l'ouvrage de la nature ou bien de l'art? On ne sait. Pourtant, elle est plutôt celui de l'art. Alors, c'est assez étrange parce que Philibien nous dit qu'on a l'impression que l'art n'y est pour rien, alors que la façade évoque clairement un arc de triomphe, il y a un recours à l'attique, etc., des congélations. Donc, on a vraiment tout le vocabulaire de l'architecture classique. Et à l'intérieur, on avait un ensemble de niches extrêmement décorées, au sein desquelles furent placés tous ces grands groupes sculptés qui ont été commandés spécifiquement pour la grotte, notamment par tous les grands sculpteurs de la cour de Louis XIV, notamment au centre Apollon servi par les nymphes dû à Gérardon, donc évoquant le mythe d'Apollon qui se retire au fond des eaux dans le palais sous-marin de Thétis, et évocation évidemment de Louis XIV. Et ces différentes sculptures, elles vont, après la destruction de la grotte, voyager à travers différents endroits du jardin et être réorganisées sous la forme d'une autre grotte par Hubert Robert, donc le peintre que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel vous savez qu'il va y avoir une grande exposition au Louvre cette année. Il travaille beaucoup sur Hubert Robert en ce moment. Qui était très important, qui était dessinateur des Jardins du Roi, donc très important pour l'histoire des jardins. Hubert Robert, dès 1777, est appelé à concevoir un nouveau bosquet des Bains d'Apollon qui doit offrir un nouveau cadre à ces sculptures et réinventer en quelque sorte ce thème de la grotte de Thétis. Et sur la même idée littéraire, Hubert Robert propose formellement quelque chose de bien différent, où l'apparence de naturel gagnant sur l'artifice est bien plus palpable, à nos yeux en tout cas de contemporains, notamment avec juste un traitement architectural de ces grandes colonnes qui sont sans base, donc qui évoquent l'actualité archéologique la plus brûlante, puisque c'est le Dorique sans base de Paestum que les architectes sont en train de redécouvrir, au sein d'une caverne qui a l'air beaucoup plus naturelle, avec une cascade, et qui met à l'œuvre, disons, une poétique qu'on pourrait qualifier de pittoresque, qui est tout à fait celle des nouveaux jardins créés à ce moment-là, qui cherchent à reformuler d'une certaine manière les principes de la peinture de paysage. Mais ce qui est toujours à l'œuvre, c'est l'idée que cette grotte renvoie à un autre lieu, renvoie à un certain lieu qui est la demeure donc de Thétis. Ce qui fait que la grotte, on peut la lire, je dirais, en termes un peu théoriques, philosophiques peut-être, à la fois d'abord comme hétérotopie, c'est-à-dire comme espace autre, selon cette notion qu'a proposée Michel Foucault. Foucault, vous vous en souvenez, suggérait qu'il y a des espaces qui sont des espaces différents de ceux que nous expérimentons de manière quotidienne. La plus emblématique, c'est peut-être le plus emblématique, c'est la scène de théâtre. Sur une scène de théâtre se superposent des emplacements en eux-mêmes contradictoires. Vous avez la scène de théâtre, et c'est aussi un palais, une maison, une place de ville, etc. Et parmi ces hétérotopies, la plus ancienne, aux yeux de Foucault, c'est le jardin, qui est une forme d'hétérotopie heureuse et universalisante, disait-il. Donc c'est la grotte, le jardin est une hétérotopie, et la grotte au sein du jardin est une hétérotopie dans l'hétérotopie. Et la grotte, elle apparaît aussi peut-être comme la forme occidentale, la forme la plus poussée de la conception occidentale du paysage. J'entends par là du paysage tel que, en particulier, essaie de le redéfinir aujourd'hui un anthropologue comme Philippe Descola, donc un des grands penseurs, le grand héritier de Claude Lévi-Strauss, qui a consacré pendant 3 ans ses derniers cours au Collège de France à la question du paysage, qui prépare donc un très grand livre sur la question. Et pour Descola, puisqu'il essaie de définir le paysage
d'une manière qui puisse s'appliquer aux civilisations qui ne sont pas, dans lesquelles il n'y a pas de représentation picturale littéraire du paysage, comme en Europe, comme en Chine, etc. Le paysage, c'est tout objet ou artefact façonné par l'homme de manière à ce qu'il soit le signe d'un autre espace. Et donc, il parle de transfiguration, une transfiguration qui peut avoir lieu par l'image, in visu, ou bien par un aménagement de jardin, par exemple, donc in situ. Et la grotte de jardin apparaît effectivement comme une forme de transfiguration paysagère. C'est ce que vous allez comprendre un petit peu mieux à travers les exemples que j'illustrerai tout à l'heure. Voilà, encore une image, j'avais oublié celle-ci de ce magnifique groupe de Girardin. Je vous ai dit Girardon, peut-être tout à l'heure Girardon. Girardon, c'est le marquis, c'est l'auteur du traité à la fin du XVIIIe siècle, c'est un lapsus. Alors, ces grottes, comment essayer de les aborder? En fait, on a voulu écrire une sorte de poétique de la grotte. Comment on a travaillé? D'abord, on est parti, quand on fait de la recherche, on regarde ce qui a été fait. Donc, on est parti explorer à la fois la bibliographie et le terrain. On a aussi mis en branle tout un réseau amical de correspondants, de collègues, de spécialistes à travers l'Europe, parce que c'était un énorme domaine abordé. Et on a, alors ça c'était vraiment une des premières étapes du livre, enfin de la conception du livre, dressé une sorte d'inventaire de repérage, on va dire plutôt, de grottes significatives, c'est-à-dire de grottes qui soient représentatives d'une certaine époque, qui soient photogéniques aussi, parce qu'il s'agissait de faire un beau livre, de faire un livre assez spectaculaire, dans un état de conservation satisfaisant, aussi je mets des guillemets, c'est-à-dire qui n'a pas été restauré de manière à ce que les formes initiales aient été complètement trahies, parce qu'il y a beaucoup de grottes dont ça a été, qui ont malheureusement subi ce genre de choses. Alors, vous voyez ce premier repérage par pays. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a des zones géographiques dont on ne soupçonnait pas la richesse en grottes. C'est le cas en particulier de l'Allemagne. On savait pour l'Italie, parce qu'il y a eu un travail systématique, il y a eu un atlas en 2 tomes qui a été publié en 2001-2002, donc il y a eu un énorme travail collectif sur les grottes italiennes, mais pour la France, il n'y a jamais eu de travail systématique. Bon, nous, on avait évidemment plus de biographies françaises, donc voilà, 48 lieux satisfaisants. Alors, j'ai pas refait le compte, mais on a 200 photos de grottes dans le livre, donc à mon avis, on est allé plus loin, mais en même temps, il y a beaucoup de grottes qu'on n'a pas illustrées, qu'on a simplement, sur lesquelles on a réfléchi. Et comment... alors, d'abord, quelques exemples. Il y a des grottes qui sont extraordinairement intéressantes, mais qui attendent encore d'être étudiées, qui sont dans des états de conservation parfois problématiques, ici au Grand Pressigny, par exemple, ou bien... Qu'est-ce que j'ai mis comme exemple? Non, c'est le seul que j'ai pris. Voilà, vous voyez l'intérieur. Bon, on imagine qu'il y a eu un décor extraordinaire, mais c'est très émouvant, ces lieux-là. Mais c'était pas forcément les plus évidents. Il y a beaucoup de lieux qui sont bien documentés, qui ont disparu et qui nous en apprennent peut-être davantage. Il y a aussi des découvertes incroyables. Par exemple, ce parc de Majolan, à Blanquefort, c'est pas très loin de Saint-Émilion, un extraordinaire ensemble du 19e siècle qui a été conçu pour un banquier qui s'appelle Jean-Gustave Pigangeot. On est dans les années 1880-89, avec l'intervention d'un paysagiste sur lequel il faudrait travailler, Louis Le Breton. Tout un ensemble qui s'organise autour d'un lac artificiel avec 5 ponts, des ponts qui sont réalisés dans une technique très très précise, puisqu'il y a un agrégat de moellons de pierre qui sont maintenus par des agrafes métalliques et qui sont recouverts d'un coulis de ciment passé à la feuille de houx. Nous ont expliqué les personnes qui étaient en charge de la restauration, qui sont la paysagiste Graziella Barsac et l'architecte Fabien P-Delaborde, qui ont travaillé essentiellement en 2007-2008. Donc voilà cet ensemble que je n'ai pas le temps de commenter en détail, qui est assez représentatif de la manière dont les grottes du 19e siècle utilisent, de la seconde moitié du 19e siècle, utilisent des techniques modernes, et notamment le ciment, le béton, et la disposition de ce jeu d'espace dans lesquels on déambule, qui est véritablement un parcours à la fois souterrain et presque sous-marin. Et l'idée, donc, assez vite, c'était pas
de faire un inventaire géographique sur lequel on avait trop de lacunes, ne pas faire un traitement chronologique, parce que là aussi il y a des périodes qui sont peut-être très étudiées comme la Renaissance et d'autres au contraire comme le 19e siècle sur laquelle il y a eu très peu de travaux mais il y a eu une documentation extraordinaire, mais de travailler de manière thématique et d'inventer des sortes de catégories. L'idée en fait est partie peut-être d'une phrase de Bachelard qui a réfléchit beaucoup sur la grotte dans un de ses livres sur la Terre. Vous savez que Bachelard a fait plusieurs livres sur les 4 éléments, il y en a 2 sur la Terre. Une classification des grottes accentuée par l'imagination en grotte d'effroi et en grotte d'émerveillement donnerait une dialectique suffisante à mettre en évidence l'ambivalence de toute image du monde souterrain. Alors oui, polarité psychologique, c'est certain, mais c'est peut-être pas simplement dialectique, c'est plus compliqué que ça, c'est plus riche. Et assez... Enfin, finalement, on est arrivé à une sorte d'idée qui est une systématique, qui est inspirée un petit peu de l'histoire naturelle, parce que vous allez voir qu'il y a plein de liens entre les grottes et l'histoire naturelle. Faire une systématique, ça ne veut pas dire faire une taxonomie complète, exhaustive, mais c'est plutôt essayer de classifier, de faire une typologie, qui est forcément une typologie arbitraire, subjective, mais qui est inspirée en fait par la théorie des jardins au XVIIIe siècle. Ce que Jurgis Baltrujaitis, le grand historien qui a été un des premiers à travailler là-dessus dans les années 1960, appelait la dramaturgie de la nature. C'est-à-dire, au XVIIIe siècle, on a imaginé que les jardins devaient se distribuer en fonction de certains genres, hein, par exemple l'agréable, le terrible, le surnaturel, ou encore selon des caractères. Hein, tout cela est hérité évidemment de la théorie littéraire, donc les caractères, c'est par exemple le noble, le rustique, l'agréable, le riant, le sérieux, le triste, etc. Et donc, on a imaginé des catégories. On a imaginé des catégories aussi en fonction d'une leçon qui était celle d'André Chastel, qui était le maître de Monique. Je travaille au centre André Chastel, donc c'est une figure importante pour nous. André Chastel avait fait un très beau travail sur la manière dont l'art de la Renaissance parvenait à mettre en péril l'intégrité des formes, et il avait inventé des catégories qui étaient l'inachevé, l'hybride et le fragmentaire, pardon. Et donc, voilà, ces catégories, il y en a certaines qui viennent de l'anthropologie, le sacré, le profane. Il y en a qui viennent de la littérature, le merveilleux, le fantastique. Il y en a d'autres qui sont en fait, qu'on a forgés à partir notamment des 4 éléments. Alors il n'y a pas les 4 éléments, mais il y a le tellurique, la terre, le rocheux aussi, il y a l'aquatique. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler des schèmes mythiques, je vais en illustrer quelques-uns, qui sont vraiment essentiels dans la grotte. Alors, le métamorphique, les métamorphoses, le labyrinthe, donc le labyrinthique, ou encore le déluge. Donc, on a inventé le diluvien. Voilà. Donc, on s'est forgé quelque chose, on a bricolé, tout simplement. Et on a décliné ces catégories qui sont elles-mêmes, en fait, des variations sur ce qu'on pourrait appeler des registres de l'expérience. D'où... Alors, je reprends rapidement. Ah oui, alors, ça, je l'ai fait juste avant chez Anne-Marie pour ajouter. Alors, on a aussi une sorte de modèle, bon, j'en dis 2 mots, qui est un livre qui n'a jamais été publié. Ce Jacques Gaffarel, qui était un personnage extraordinaire, qui parlait je ne sais pas combien de langues, notamment le chaldéen. Je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était que le chaldéen. Donc, il était bibliothécaire pour Mazarin, il est parti en Italie, il recherchait des manuscrits, etc. Ce Jacques Gaffarel, qui était du côté d'Aix-en-Provence, originaire du côté d'Aix-en-Provence, a publié en 1654 un prospectus annonçant la publication d'un énorme ouvrage, une grande somme, qui s'intitulerait « Le monde souterrain aux descriptions historiques et philosophiques de tous les plus beaux antres et de toutes les plus rares grottes de la Terre ». Prospectus en 7 pages, vous avez les 7 pages sous les yeux. Le livre a peut-être été rédigé, il aurait donné des manuscrits, en tout cas on ne l'a jamais retrouvé. Et ce Gaffarel, personnage extrêmement ésotérique et excentrique, imaginait donc de diviser les grottes. Toutes les cavernes qui sont décrites dans ce livre sont divisées en divines, humaines, brutales, naturelles, artificielles. Alors, c'est peut-être trop loin pour vous. Pour les cavernes divines, vous avez par exemple les cavernes célestes, les cavernes des lutins, la caverne des loups-garous.
Les cavernes humaines, les cavernes visionnaires, les cavernes bohémiennes, les cavernes des nains, cavernes brutales, cavernes des tigres, cavernes des éléphants, cavernes des lapins, donc en fait c'est des cavernes dédiées aux animaux. Les cavernes naturelles, alors dans lesquelles vous rencontrez par exemple les cavernes chastes, les cavernes luxurieuses, les cavernes riantes, les cavernes tremblantes, et les cavernes artificielles qui sont théâtrales, dionysiaques, grotesques ou encore hydrauliques. Bon, voilà, catégorie. Donc, c'est une sorte d'inventaire borgésien, complètement borgésien, d'essayer de mettre en catégorie le monde, comme cette fameuse encyclopédie chinoise qui casse les animaux en quadrupèdes appartenant à l'empereur, répandus sur toute la Terre, etc. Foucault nous dit que c'est un des points de départ de son livre dont on fête aujourd'hui, en fait cette année les 50 ans, Les mots et les choses. Mais tout ça vient en fait d'un très beau texte de Borges. Voilà, donc on a voulu un peu faire pareil de manière beaucoup plus modeste, mais on a réussi à finir le livre. Alors, le primordial. Le primordial, c'est l'imaginaire de l'enfance, de l'origine aussi, de l'origine de l'humanité, de la naissance du Christ, etc. Je ne vais pas vous en parler, mais ça nous emmènerait très loin. Le tellurique, ça je vais vous en parler, c'est la géologie, le lien entre la grotte et l'histoire des savoirs concernant la Terre. Le métamorphique, c'est plutôt la dimension, la question des rapports de la grotte avec l'architecture et avec la ruine. La grotte est une architecture en devenir. L'aquatique, ça aussi je vais vous en parler tout à l'heure, c'est, j'en ai choisi 5 ou 6 je crois, thèmes issus des chapitres. L'aquatique, c'est la grotte comme plongée dans un monde sous-marin qui est un monde peuplé de présence, de présence mythologique. Hein. L'idée que la mer a toujours été, donc voilà ce magnifique tableau Arts and Crafts de Crane avec Poséidon dont les chevaux se transforment en vagues. Les éléments de la nature sont liés à des présences divines, les nymphes, les satyres, les sirènes, etc., les centaures. Le merveilleux, ça aussi vous y aurez droit tout à l'heure, c'est la grotte comme lieu de collection, comme lieu où l'on recueille les trésors, les cristaux, les coquillages brillants. Le fantastique nous emmène du côté du théâtre. En fait, la grotte est un lieu dans lequel on s'amuse à avoir peur et dans lequel jouent toutes les ressources qui sont celles du théâtre, comme les automates, les machines hydrauliques, l'éclairage aussi. Le chtonien, ça aussi tout à l'heure, on va descendre aux enfers. La grotte est un passage qui nous emmène dans le monde des morts situé en fonction des croyances sous terre. Mais on remonte, ne vous inquiétez pas. Le diluvien, c'est la grotte comme une sorte de mise en scène d'un surplus d'eau. Alors c'est tous les jeux d'eau qui inondent, arrosent, etc. Tout à l'heure vous y avez droit aussi, mais ça sera virtuel, ne vous inquiétez pas, il fait trop froid. Le rocheux, j'en parlerai aussi, c'est la grotte qui se diffuse, qui se dilate à l'échelle du paysage dans une sorte d'immenses aménagements territoriaux. J'en montrerai quelques exemples. Le labyrinthique nous emmène dans un autre type de parcours, un parcours initiatique, qui sont souvent des parcours associés, liés d'une certaine manière plus ou moins directe à la franc-maçonnerie. Il en sera un tout petit peu question tout à l'heure. Le sacré, je le laisserai de côté aujourd'hui, c'est la grotte dans son lien avec la religion, avec des rites qui peuvent être païens, comme la retraite dans l'ermitage, et d'autres rites forment le dernier volet, le profane, et cela, je terminerai là-dessus, et vous verrez de quoi il sera question. Commençons juste avec 2 vers de John Keats. Asseyez-vous au seuil béant d'une vieille caverne et rêvez jusqu'au sursaut du réveil, comme si le chœur des nymphes de la mer chantait. Le tellurique, c'est voyager aussi à travers la culture, et en particulier la culture géologique du Grand Tour.
Cette image, par exemple, de ce peintre qui a beaucoup peint de grottes, Jost de Montpère, qui est allé en Italie dans les années 1580, elle vous montre le voyageur, le dessinateur, le peintre lui-même, s'arrêtant au cours de son périple, peut-être qu'il est en train de traverser les Alpes, et il dessine ce qu'il a sous les yeux, cette extraordinaire caverne naturelle, d'où jaillit une grande cascade. Le Grand Tour, c'est donc ce voyage de formation culturelle que toute l'élite européenne accomplit de manière institutionnelle à partir surtout du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, mais ça commence dès Montaigne à la fin du XVIe siècle. Et le Grand Tour est très lié à l'intérêt pour les sciences naturelles qui sont elles-mêmes associées évidemment à la grotte. Je prendrai comme point de départ par exemple ce jardin de Bowood, au sud-ouest de l'Angleterre, commencé en 1785 par Lord Shelburne, dans lequel on a notamment une grotte incroyable dans laquelle sont sertis à l'intérieur des parois des ammonites, donc ces fameux fossiles qui proviennent vraisemblablement d'une collection d'un géologue et médecin qui était un ami du propriétaire. On a le nom du rocailleur, donc ça c'est un terme qu'on trouve souvent de ces spécialistes de grottes. C'est un certain Josiah Lane qui appartient à une dynastie de spécialistes de l'aménagement des grottes. Et donc ces fossiles, ils font l'objet d'un grand débat au XVIIIe siècle sur les origines des couches sédimentaires, de l'histoire de la Terre, ce qu'on a appelé la querelle du neptunisme et du plutonisme. C'est-à-dire pour les uns, les roches sédimentaires proviennent de la mer, pour les autres, elles sont générées par l'activité volcanique. En fait, aujourd'hui, on sait que évidemment, les deux phénomènes concourent à la formation, à la genèse des formations géologiques. Alors, dans le plutonisme, joue énormément l'étude des grands volcans en activité en Europe, en particulier le Vésuve et l'Etna. Dès le XVIIe siècle, le savant jésuite peut-être le plus savant de tout le XVIIe siècle, Athanasius Kircher, fait l'ascension et de l'Etna et du Vésuve dans les années 1737-38. Et pour voir l'éruption de Vénus, et tous les voyageurs du XVIIIe siècle vont à Naples aussi pour voir le Vésuve. Il y a des peintres spécialisés dans la représentation du Vésuve comme ce Pierre-Jacques Wohler. Il y a des grands spécialistes du Vésuve comme William Hamilton, chez lequel se rend en 1766. Alors c'est peut-être un peu... je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est l'ensemble des voyages qu'il a fait. Donc voilà un exemple de grand tour. Un prince allemand qui s'appelle Léopold III Frédéric, prince de Anhalt-Dessau, accompagné de son architecte. Souvent, les aristocrates voyagent avec des artistes, donc le baron Friedrich Wilhelm von Erzmanndorf, et il va retourner dans sa cour de Dessau, la ville de Dessau, là où il y a le Bauhaus, pour mettre en œuvre la réalisation d'un grand jardin pittoresque, peut-être le plus beau jardin de la fin du XVIIIe siècle dans toute l'Europe, qui s'appelle Wörlitz. Un énorme aménagement au bord de l'Elbe, avec des canaux, etc., dans lequel il y a toute une série d'aménagements de grottes, de rochers, et en particulier, voilà, on se promène, vous avez des vues, tout un ensemble de canaux optiques qui sont très difficiles aujourd'hui à gérer. C'est piloté par ordinateur pour arriver à repérer quelles sont les branches qu'il faut élaguer pour maintenir ces ouvertures visuelles, dans lequel se trouve une représentation non seulement du Vésuve, mais de toute l'Italie, de toute la Campanie, de toute la Sicile, etc., le Stein. Alors Stein en allemand, ça veut dire le rocher, mais en fait c'est un nom propre ici, qui était certains soirs de fête illuminé grâce à des feux de Bengale, etc., et qui subsiste aujourd'hui. Le voici, ça c'est quand je l'ai visité, c'est au moment de la restauration qui s'est terminée il y a quelques années, et donc ce grand... comment le qualifier, ce grand morceau d'architecture, de jardin qui est dans lequel on peut pénétrer et parvenir au sommet, avoir une espèce de vue plongeante sur ce lac qui représente la mer d'Italie et un ensemble un effet qui correspond. Je parlais de la dramaturgie de la nature du XVIIIe siècle tout à l'heure, à ce que le grand théoricien de ces questions-là, qui est William Chambers, qui est cet architecte anglais formé en France, mais qui a beaucoup résidé en Chine, appelait les scènes terribles. Ça renvoie encore à cette catégorisation des effets émotionnels, psychologiques du jardin, très important dans la théorie de ces jardins irréguliers.
Donc voilà, un exemple tout à fait emblématique de la manière dont ces jardins renvoient à l'intérêt pour la géologie, pour les sciences de la Terre et pour de véritables lieux qui sont aussi des lieux touristiques qui sont associés à la genèse de ce qu'on pourrait appeler le tourisme spéléologique. Qui démarre en fait à la fin du Moyen-Âge, qui va prendre peu à peu son essor au XVIIIe siècle, notamment un des lieux qu'on commence à bien connaître à ce moment-là, notamment par les planches de l'encyclopédie, c'est ce que vous avez sous les yeux, ce sont les mines de sel de Wieliczka, en Pologne, qui sont aujourd'hui classées, inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Il y a des articles incroyables sur la géologie dans l'encyclopédie parce qu'ils font le lien entre les jardins conçus à l'époque et la géologie réelle. Ils sont signés par Dolbach. Un des lieux aussi dans lesquels s'invente ce tourisme spéléologique, c'est Antiparos, donc la grotte la plus célèbre au XVIIIe siècle qui se trouve dans cette île grecque. Vous voyez ici dans une coupe d'un peintre qu'on retrouvera tout à l'heure, qui est Claude-Louis Châtelet, qui a travaillé pour Marie-Antoinette à Trianon. Cette grotte, elle devient célèbre notamment au moment où l'ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, le marquis de Nointel, y célèbre la messe de Noël en l'an 1673. Elle est décrite par un des grands botanistes de l'époque, Tournefort, qui parle de formation au chou-fleur. C'est un texte assez incroyable. Et donc, voilà, il y a cet intérêt pour ces grandes formations naturelles, hein, ces cavités qui ne sont pas des grottes de jardin, qui sont bien sûr des cavernes naturelles. Il y a aussi toute la découverte des Alpes qui s'opère au XVIIIe siècle. Et dans certains cas, on a des liens extrêmement précis. Par exemple, ici, on est en Écosse, sur l'île de Stafford, la fameuse grotte de Fingal, qui a inspiré Mendelssohn, bien sûr, et qui a beaucoup inspiré le romantisme, et notamment Carl Gustav Carus, le grand ami de Friedrich, qui se rend en Écosse et qui produit ce dessin qui montre comment ces formations qu'on appelle en géologie des orgues basaltiques, des tuyaux d'orgues basaltiques, correspondent à une sorte de grand théâtre. L'image, elle est avec la perspective et ses formes verticales sur les côtés, c'est exactement, on en verra tout à l'heure, comme dans les décors de théâtre de l'époque baroque. Eh bien, on retrouve un tout petit peu plus tard, un tout petit peu plus tôt, puisque c'est 1834, mais la grotte de Fingal est déjà très connue donc à la fin du XVIIIe siècle, un projet du plus grand architecte suédois du XVIIIe siècle, Fredrik Magnus Pieper, pour Drottningholm, donc la grande résidence royale à côté de Stockholm, pour Gustave III, au moment où Gustave III, en 1780, veut paysager de manière pittoresque une partie du jardin. Et donc, Pieper propose ce projet de grotte où on retrouve exactement ce même type de formation, comme ces orgues basaltiques que Carus a dépeint et que le théoricien Hirschfeld, donc à la même époque, le traité de jardin qui est le plus circulé en Europe, puisqu'il est publié en allemand et en français, a énormément décrit et détaillé. Mais est-ce que Pieper s'inspire uniquement de la grotte naturelle de Fingal? Est-ce qu'il s'inspire peut-être aussi d'autres grottes artificielles complètement, comme cette fontaine de la Villa d'Orbandini. Donc là, on est à Rome, on est au début, c'est une création du début du XVIIe siècle. Voilà, c'est difficile de faire la part. Alors ça, c'est typique du travail d'historien. On essaie de faire des liens, mais on n'a pas forcément d'arguments pour montrer que ces liens sont vraiment ceux qui ont opéré dans la formation de ces dispositifs. En tout cas, il y a vraiment tout un tas de liens. Et je prendrai comme ultime exemple un jardin du début du XIXe siècle à Monza, donc en Lombardie, dans lequel cet antre de Polyphème, alors qui évoque bien sûr la mythologie, évoque tout à fait ce que les géologues de l'époque étudient, ce qu'on appelle donc ces plissements synclinaux, ces couches comme ça. Donc voilà, ces grottes qui rendent visible la genèse des formes de la nature et les forces telluriques qui sont celles qu'étudie la géologie. Deuxième thème lié à un autre élément, l'eau, l'aquatique, rêvée dans des mondes sous-marins. Je ne vais pas recommenter cette image que j'ai montrée tout à l'heure. Donc,
En quoi les grottes nous introduisent dans des mondes sous-marins? D'abord parce que ce sont des lieux dans lesquels l'eau est omniprésente sous toutes ses formes, en particulier sous la forme de jets qui jaillissent à l'improviste, ce qu'on appelle en italien des scherzi d'acqua, donc c'est des plaisanteries d'eau, des jeux d'eau comme un jeu de mots. Ici c'est Castello, une villa des Médicis à côté de Florence. Et donc les jets d'eau jaillissent au niveau du sol, jaillissent au niveau de la voûte. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais quand on a restauré la grotte, on a retrouvé toutes les conduites hydrauliques. Il faut imaginer qu'en plus, à l'entrée de la grotte, vous aviez un portail automatique qui se refermait. Donc si jamais vous vouliez vous échapper, vous étiez enfermé. Et ceux qui, par leur plus grande chance, réussissaient à ne pas rester dans la grotte au moment où le portail se fermait, se retrouvaient devant. Et là, il y avait un masque qui... jetait 120 litres d'eau. Donc 120 litres d'eau, c'est une baignoire, en gros. Donc vous preniez une baignoire sur la tête. Voilà. Donc une sorte de certain sadomasochisme à baigner les visiteurs. C'est une manière pour le maître des lieux, pour le prince, de rappeler qui commande. Et c'est aussi évidemment une manière de jouer, une manière de s'amuser, de se rafraîchir, aussi de jouer avec les codes de la décence, avec la sensualité. C'est ce que suggère très bien ce dessin de Rubens avec ces personnages et ces attouchements, ces choses qui se passent lorsque tout à coup le bon ordre du groupe de visite se fracasse quand l'eau jaillit. Et alors ça, il y a énormément de lieux qui ont conservé ça. Je vais vous en montrer peut-être un des plus beaux, c'est la grotte de l'Ainate à côté de Milan, qui date de la fin, pour la première création de la fin du XVIe siècle, où vous avez encore donc ces jets d'eau qui jaillissent du sol, avec un extraordinaire décor à base de concrétion, de sculptures de marbre, de coquillages, au-dessus des fresques illusionnistes qui datent d'une deuxième phase de la fin du XVIIIe siècle. Une sorte de temple, c'est une des plus grandes grottes d'Europe, c'est un véritable palais de grottes dans lesquelles étaient exposées des œuvres d'art, des sculptures, des tableaux. Il y a tout un travail d'ornementation des murs à partir de petites pierres blanches et noires qui sont dues à un peintre qui s'appelle Camillo Procaccini. Et voilà une grande galerie qui est de elle du XVIIIe siècle, donc qui pointe vers une culture du XVIe siècle. Il y a aussi tout un jeu, c'est vraiment un musée au sens archéologique presque du terme. Et vous avez tous ces jets d'eau, et notamment, alors parmi les témoignages, impossible de ne pas citer celui de Stendhal. Il faut bien se garder de se promener seul à l'Ainate. Ce jardin est plein de jets d'eau destinés à mouiller les spectateurs. En posant les pieds sur la première marche d'un certain escalier, 6 jets d'eau me sont partis entre les jambes. Voilà. Et ça, alors, entre les jambes, vous voyez, c'est assez gênant de se retrouver mouillé à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, alors ça aurait consolé Stendhal, peut-être on montre, tout le monde, tous les guides ici, quand on a visité le jardin, montrent la marche de Stendhal. Autre lieu dans lequel ce genre de choses est tout à fait visible encore aujourd'hui, à Bayreuth, là encore en Bavière aujourd'hui, l'ancienne principauté de Brandebourg-Bayreuth, qui était un des petits États du Saint-Empire romain germanique, un État où il y a eu de grands princes jardiniers et en particulier amateurs de grottes. Alors ici d'abord, vous en verrez un autre tout à l'heure, donc c'est le vieux château de l'Ermitage, Ermitage, dû au margrave Georges-Guillaume de Brandebourg-Bayreuth. On est dans les années 1715-18, donc déjà vous voyez que l'extérieur du château joue complètement sur une sorte d'ambivalence entre la ruine et le monde formel de la grotte. Bon, ça c'est ce que nous avons appelé le métamorphique. Et à l'intérieur, vous avez cette grande salle dans laquelle jaillissent des jets d'eau, avec tout un jeu de différentes formes, et notamment donc ce chapeau, cette couronne sur laquelle on peut allumer des bougies qui montent et qui descendent. Difficile de rester sec après la visite d'un tel lieu. Alors, on en a une très belle description de cette grotte, je reviens juste un instant en arrière, par
un personnage qu'on va retrouver tout à l'heure, qui est la margrave Wilhelmine, hein, donc cette sœur de Frédéric II de Prusse, qui est un des personnages les plus cultivés de toute l'Europe du XVIIIe siècle, qui aurait dû normalement épouser le roi d'Angleterre et qui s'est retrouvée, la pauvre, à devoir être mariée à un petit margrave de Bayreuth. Hein. Il y a une correspondance fabuleuse avec son frère Frédéric II, et elle a laissé des mémoires en français très émouvants, dans laquelle elle parle de cette grotte qui, dit-elle, est ornée de coquillages très beaux et très rares, et elle reçoit le jour par un dôme qui est au-dessus. Il y a un grand jet d'eau au milieu et 6 cascades tout alentour. Tout le plancher, qui est de marbre, jette aussi de l'eau de façon qu'il est très aisé d'attraper les gens et de les inonder lorsqu'ils y sont. Voilà. Et puis, alors il y a aussi l'eau plus symbolique, pas forcément l'eau physique, notamment donc toute l'évocation du monde mythologique, de la mythologie marine. Ici, à Gênes, une grotte qu'on connaissait par la documentation et qu'on pensait avoir été détruite par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un historien de l'art italien, Lauro Magnani, qui préparait une exposition sur les grottes de Gênes au tout début des années 1980, qui est allé dans les immeubles de la zone où il pensait qu'était la grotte, en demandant aux gens qui habitaient là, est-ce que vous n'auriez pas dans votre cave des bouts de coquillages, des concrétions, enfin, ce qui pourrait évoquer des grottes. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé cette grotte qui n'avait pas disparu. L'entrée a effectivement été détruite par les bombardements, mais l'intérieur subsistait et elle a été restaurée. Je vous montre des photos au moment de la restauration. Et quand on entre à l'intérieur, on pénètre dans une sorte de monde extraordinaire, féerique, complètement dominé par le thème de l'eau. Notamment au niveau de la voûte, vous avez toute une série de scènes mythologiques qui figurent. Voilà, donc en coupe, vous comprenez un petit peu mieux comment ça se passe. Et il y a une fausse grotte artificielle à la fin. Alors ça, c'est aussi un motif qu'on retrouve beaucoup, la grotte dans la grotte, une sorte de jeu de mise en abîme. Donc au niveau des parois, pardon, d'abord, ces Hermès couronnés de vases, hein, donc qui incarnent en quelque sorte les forces de la nature. Et puis sur la voûte, Persée et Andromède, on a toute une série de scènes mythologiques liées à l'eau. Et celle que vous avez en face de vous quand vous entrez, c'est Neptune dominant les chevaux marins. Donc l'image car ça renvoie cette image de la mer comme celle de la force des chevaux qui traverse tout l'imaginaire occidental et qui, en fait, ici, très précisément, renvoie à la famille du commanditaire, qui est la famille des grands militaires Doria, notamment Andrea Doria, donc l'amiral de Gênes, qui aimait à se faire représenter, comme ici par Bronzino, en tant que dieu de la mer, en tant que Neptune, Poséidon. Donc la grotte glorifie le clan familial et ses succès navals. Et puis ça continue sur les parois, vous avez des fleuves, des dieux fleuves qui représentent donc le Tibre et le Nil, avec cette incroyable manière de composer les formes à partir des éléments premiers de la nature, comme chez Arcimboldo un peu à la même époque. Alors, cette idée de la grotte comme plongée dans le monde sous-marin, elle va se prolonger, se perdurer peut-être au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle. Je n'ai pas le temps de tout détailler. Je vais terminer cette partie là-dessus avec la naissance de l'aquariophilie. Alors, s'il est vrai qu'on élevait des poissons dans les bassins de jardin dès l'Égypte pharaonique, dès la Mésopotamie sumérienne, s'il est vrai que la véritable aquariophilie elle a été inventée en Chine, notamment sous les Ming, on met au point des vases spéciaux dans lesquels on élève ce que nous appelons les poissons rouges, poissons dorés en chinois. Mais ce qui va vraiment donner l'élan à l'aquariophilie moderne, c'est la vogue des expositions universelles, commencée donc par celle de Londres en 1851. Et lors de l'exposition universelle de Paris en 1878, il y a une des grandes attractions, c'est l'aquarium du Trocadéro. Donc l'aquarium qui existe encore, qui a été restauré il n'y a pas très longtemps, qui est conçu par un spécialiste des grottes, entrepreneur et rocailleur, un certain Edmond Combaz, qu'on retrouve sur d'autres chantiers, et qui a
repris donc le vocabulaire ornemental des grottes, donc ces concrétions, ces voûtes rocheuses, pour mettre en scène des grands bassins dans lesquels, grâce au savoir des meilleurs zoologues de l'époque, qui travaillaient au Muséum naturel, toute une foule d'espèces plus ou moins exotiques de poissons pouvaient être admirées par le public qui se pressait dans ce lieu, qui évoque d'une certaine manière, en tout cas, cette gravure donc, qui est publiée dans un journal de l'époque, Le Monde Illustré. Évidemment, on est complètement dans le même univers que dans 20 milieux sous les mers, hein, dans la manière dont le capitaine Nemo regarde à travers le hublot la pieuvre géante. C'est cette idée de se plonger dans un monde souterrain, comme si ces créatures extraordinaires des abysses avaient d'une certaine manière pris le relais des sirènes, des ichthyocentaures, de toutes de ce peuple des divinités marines qui agitent l'imagination européenne depuis l'Antiquité grecque. Alors, l'Antiquité grecque aussi, elle fournit un autre thème, c'est le merveilleux dans l'idée de la grotte comme lieu dans lequel s'assemblent et s'amassent les trésors de la nature. Et ce volet des grottes nous ramène aussi, là encore, à l'histoire naturelle, mais une autre branche, plutôt que la géologie, c'est la manière dont, au XVIIIe siècle en particulier, se mettent en place différentes branches, se créent des disciplines nouvelles qui vont peu à peu prendre en charge, se partager, disons, les objets qui étaient ceux de l'histoire naturelle, dont les origines, vous savez, remontent à l'Antiquité, et notamment à la grande encyclopédie de Pline l'Ancien. Hein, c'est ce qu'a montré justement Michel Foucault dans le livre que je citais tout à l'heure, Les mots et les choses, comment dans cet âge classique s'invente cette répartition des savoirs. Et par exemple, on a une branche de l'histoire naturelle qui va s'intituler la conchiliologie, c'est-à-dire l'étude des coquillages. C'est un mot forgé par Antoine-Joseph Desalliés d'Argenville, qui était un des grands collectionneurs de coquillages, qui était un des collaborateurs de l'encyclopédie, que vous connaissez aussi peut-être parce que c'est un des plus grands théoriciens des jardins qui publie en 1709 La pratique et la théorie du jardinage, qui est constamment réédité tout au long de la première moitié du XVIIIe siècle. Et le frontispice de cette conchiliologie, il est gravé à partir d'un dessin de Boucher, du grand peintre Boucher, et il montre justement, encore une fois, ces figures de la mythologie marine, mais là qui s'associent à ces grands coquilles, à ces coraux, etc., que peu à peu, donc, l'histoire naturelle va classifier, va recueillir, va exposer aussi ce dont témoignent, par exemple, ces tableaux incroyables qui sont... Alors, je ne sais pas s'ils sont encore, mais ils ont été longtemps dans le bureau du directeur du Louvre, hein, ça appartient au Louvre, mais c'était quand on était reçu au Louvre, paraît-il, j'ai jamais eu cette chance, par le directeur, on avait en face de soi ces incroyables natures mortes de Le Roi de Barde qui montrent par exemple les coquilles ou les minéraux. Et les grottes vont évidemment avoir un petit peu la même fonction. Alors, il y en a énormément. Je vous en montre d'abord une en France, une des rares grottes du XVIIe siècle conservées, à Issy-les-Moulineaux, ce qu'on appelle aujourd'hui la grotte du séminaire Saint-Sulpice, mais qui provient en fait d'un grand jardin qui avait été aménagé pour Marguerite de Valois, donc la reine Margot, hein, l'épouse d'Henri IV. Voilà, alors c'est incroyable amoncellement de tout un tas d'espèces de coquillages qui, dans certains cas, sont étudiés. Quand aujourd'hui on a besoin de faire des restaurations, on fait appel à des zoologistes, des zoologues, des zoologistes, on peut dire les deux, des conchiliologues, d'une certaine manière, d'aujourd'hui. Ça a été le cas, par exemple, pour la restauration de la grotte de Paintshill, qui se trouve donc en Angleterre, qui est une grotte, on est au sud-ouest de Londres, qui est une grotte aménagée par le propriétaire, qui s'appelle Charles Hamilton, qui est un amateur de jardin qui a aussi beaucoup conseillé de propriétaires pour aménager des fabriques, des cascades, etc. Donc cette grotte de cristal qui est commencée en 1760, je vous la montre ici d'abord avec un plan de Piper, donc l'architecte suédois qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait son grand tour, qui est allé en Italie,
on l'a vu tout à l'heure, mais qui est aussi allée en Angleterre, qui a fait de très très beaux relevés de jardin. Donc c'est parce que le relevé de Piper montre que c'est d'abord vraiment une déambulation. Donc vous avez plusieurs éléments. Vous avez aussi de l'eau qui passe sous un grand arc rocheux, et on a un ensemble de fenêtres qui vont donner des vues sur l'eau. Et tout cet ensemble, parfaitement structuré du point de vue du bâti, hein, de l'armature, etc., est complètement recouvert par des formes. Alors en fait, techniquement, c'est extrêmement sophistiqué. Il y a une armature en bois sur laquelle vient se poser une sorte d'enduit, sur lequel ensuite on applique tous ces minéraux, ces coquillages. Alors là-dedans, vous avez des stalactites du Derbyshire, des pierres de Bristol, des cristaux de mines de cuivre, il y a des écailles de gypse, il y a des cristaux de fluorite pourpre, de feldspath. Tout ça a été étudié pour la restauration qui s'est terminée en 2013. Donc, dans cet ensemble, il y a à peu près la même chose à Goldney, qui est aussi une des grandes grottes du XVIIIe siècle, donc à côté de Bristol, qui appartient aujourd'hui à l'université de Bristol. Donc, tous les scientifiques de Bristol ont collaboré pour la restauration de cette grotte, qui semble-t-il a été influencée par la première traduction anglaise des Mille et une nuits, hein, des Arabian Nights, et qui a été construite pour un certain Thomas Goldney, qui était un riche commerçant. Il avait fait fortune grâce à des investissements banquiers et grâce au commerce maritime. Bristol, c'était un des lieux dans lesquels arrivaient des navires de la terre entière à ce moment-là, au XVIIIe siècle. On est dans les années 1760 à peu près. Et donc, beaucoup de minéraux et de coquillages exotiques sont présents dans cette grotte. Et là encore, je fais un saut pour aller vite, mais on peut penser à l'imaginaire de Jules Verne, à cette idée du voyage au centre de la Terre. Donc, déambuler dans ces grottes, c'est pénétrer dans les entrailles de la Terre pour pouvoir contempler ces trésors. Vous vous souvenez peut-être que dans ce voyage au centre de la Terre, il y a un moment où les héros, donc le professeur Lindenbrock et son neveu Axel, parviennent dans une caverne avec d'extraordinaires cristaux, d'énormes cristaux. Tout se passe en Islande, sur les pentes du volcan Snæfell, sur lequel il y a effectivement des cavernes. J'ai eu la chance d'en visiter une de ces cavernes. C'est en fait la lave qui, au moment où elle s'écoule, laisse une sorte de canalisation qui est plus ou moins grande, et dans certaines, on peut vraiment déambuler. Sauf que Jules Verne n'est jamais allé en Islande, hein. Il a travaillé à partir de cartes, il travaillé à la Bibliothèque nationale, mais donc il décrit cette chose incroyable, ces cristaux énormes, gigantesques. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que on est vraiment dans le délire de la fiction, de l'imagination littéraire. Mais non. En l'an 2000, on a découvert au Mexique, à Naica, dans une mine à 300 mètres sous terre, une caverne dans laquelle vous trouvez des cristaux de gypse qui dépassent 10 mètres de longueur. Qui sont des cristaux qui sont dont la taille est liée à des conditions très particulières de pression, de température. En fait, la grotte était immergée dans l'eau, et c'est la mine qui est située en dessous, une mine de plomb, qui a fait que pour pomper l'eau, on a asséché petit à petit la grotte. Alors ça a été exploré par toute une série de missions internationales. C'est très compliqué d'aller dans la grotte parce qu'il fait très chaud, mais surtout il y a une humidité absolument épouvantable. Donc vous ne pouvez pas tenir plus de 40 minutes en ayant une combinaison dans laquelle il y a de la glace. Et donc, finalement, cette grotte de Naica, alors c'est pas une grotte de jardin, mais pourquoi je vous la montre? Parce que je pense que nous pensons avec Monique, ma sœur, que les grottes de jardin, elles sont liées à ça. Elles sont liées à notre fascination enfantine, intacte, devant ce qu'il y a de plus extraordinaire sur Terre, qui sont ce que fabrique la nature. Et que tous les efforts exorbitants qui ont été nécessaires pour réaliser les grottes que je vous montre tiennent peut-être, en partie en tout cas, une sorte d'intuition première, d'intuition fondamentale, d'intuition en même temps très paradoxale, très troublante, qui est
pour le dire très simplement, que la réalité dépasse la fiction, ou encore, comme le dirait Hamlet, qu'il y a plus de choses au ciel et sur la terre que ne peut en rêver votre philosophie. Alors, on s'achemine vers la fin, mais il faut d'abord traverser les enfers. Il faut descendre à la suite d'Énée dans le 6e livre de l'Énéide de Virgile, Énée accompagné de la Sibylle de Cumes qui pénètre dans cette caverne. Alors je vais vous citer juste quelques vers, c'est dans la très très belle traduction de Paul Venn, hein, le grand latiniste qui a il y a 3-4 ans publié une merveilleuse traduction de l'Énéide. Il y avait une caverne profonde, s'ouvrant en une prodigieuse béance rocailleuse et descendue par un lac noir et par les ténèbres d'une forêt. Et donc, Énéide et la Sibylle cheminent, peut-être le vers le plus célèbre de toute la littérature latine, obscur dans la nuit solitaire, à travers l'ombre. Ils traversent, ils vont jusqu'au Tartare, qui est le lieu où on supplice les damnés. Donc, ce que montre toute une série de peintres, cette idée, finalement, qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres religions, et pas uniquement dans la mythologie gréco-romaine, que la croyance selon laquelle le séjour des morts est quelque part réellement sous terre, hein, qui existe déjà dans l'Égypte pharaonique, un livre des cavernes qui est un des grands livres funéraires égyptiens, et que la mythologie grecque, cette idée à laquelle la mythologie grecque a donné une sorte de géographie concrète, qui sera reprise d'une certaine manière par tout le christianisme, mêlée à une interprétation judiciaire de ce qu'est l'au-delà, pour déboucher sur notre conception chrétienne de l'enfer, qui est très présente dans les grottes, en même temps qu'une autre imagerie, peut-être plus populaire, qui voit l'entrée des enfers comme une sorte de gueule monstrueuse qui avale, qui dévore les âmes des défunts. Quelque chose qui vient en fait de l'art médiéval, de l'art anglo-saxon, et que vous retrouvez en particulier dans toute l'histoire du théâtre, parce que dans tout le répertoire des tragédies lyriques, des opéras, vous avez des scènes infernales, parce que c'est merveilleux, on peut faire des grands effets de feu, de cascade, ça c'est les scènes paradisiaques, de feux d'artifice, etc., comme ce décor de Jean Bérin. Voilà ces décors de théâtre que je vous expliquais tout à l'heure avec les portants latéraux. Un projet sans doute pour une reprise de Thésée de Lully, dans lequel effectivement il y a une scène infernale avec la magicienne Médée qui convoque les démons, etc. Et cette grande gueule infernale qui avale les défunts. Alors ça, c'est effectivement un topos, un lieu commun des jardins, à commencer bien sûr par Bomarzo, ce très étrange jardin aménagé au cours du XVIe siècle par un homme assez incroyable, ce Vicino Orsini, qui a eu toute une carrière militaire et qui s'est retiré sur ses terres et qui s'est mis à faire son jardin. On a une correspondance qui nous montre que jour après jour, voilà, il fait son jardin, il peint les sculptures, etc. Puis à un moment, il n'a plus rien à faire, il dit que la mélancolie lui revient. Il y a notamment donc cette gueule infernale. Au-dessus de l'entrée, on avait une inscription qui a été modifiée aujourd'hui qui dit « Lasciate ogni pensiero voi che entrate » laissez tout souci, vous qui entrez, qui ne peut pas ne pas faire référence à la Lasciate ogni speranza voi che entrate, ce que Dante met au-dessus de l'entrée du purgatoire, de l'enfer, pardon, l'enfer, au début de la Divine Comédie, laissez toute espérance, vous qui entrez. Ben non, là, il n'y a pas de souci à se faire, puisque à l'intérieur, il y a une salle à manger, on peut ripailler gaiement, on peut festoyer. Alors, on sait d'ailleurs que la grotte, à l'époque, était souvent illuminée la nuit, on mettait des feux, comme au théâtre, pour que ça se voit de loin. Orsini, sans doute, était athée, hein, ce qui était très problématique au XVIe siècle. Il risquait le bûcher, mais apparemment, les terreurs de l'enfer n'ont pas vraiment de réalité dans sa conception de l'au-delà. Et il y a tout un répertoire de figures infernales autour de cette grotte. Il y a notamment Cerbère avec ses 3 têtes, etc. Alors, cette idée de la descente aux enfers, de ce qu'on appelle dans le vocabulaire de l'histoire des religions la catabase, qui est un élément initiatique, vous la retrouvez
pardon, j'ai oublié parce que j'ai dans un autre ordre. Alors, pardon. Avant de vous parler de la catabase, cette gueule de l'enfer, vous la retrouvez à Rueil, un des grands jardins du XVIIe siècle créé pour le cardinal, enfin transformé pour le cardinal de Richelieu, donc aux environs de Paris. Donc elle faisait, nous dit une description, cette grande gueule ouverte, haute de 3 ou 4 statures humaines, qui était elle-même au bout d'une allée de 800 mètres, donc il y avait vraiment un effet théâtral. Vous la retrouvez aussi dans des réinterprétations d'aujourd'hui, comme dans le Jardin des Tarots, conçu par Niki de Saint-Phal, à partir des années 70, cette papesse qui reprend vraiment, qui évoque Bomarzo. Bomarzo est juste à côté, hein, on est là au sud de la Toscane, qui alors donc est une des mises en forme des arcanes du majeur du tarot, hein. C'est un jardin surchargé de symbolisme. Cette papesse qui, nous dit Niki de Saint-Phal, incarne le pouvoir féminin de l'intuition et la profondeur de la vision instinctive, et on pénètre à l'intérieur, et là encore, c'est pas dans l'enfer qu'on pénètre finalement, c'est dans autre chose, c'est dans le ventre maternel, c'est dans le giron primordial, c'est dans une sorte de matrice qui nous fait retourner à l'origine. Donc, voyage dans la terre et catabase, comme je disais tout à l'heure, qui est notamment, alors non seulement accompli par Énée, mais aussi accompli par Orphée. Orphée, bien sûr, descend aux enfers, et c'est un thème qui est fréquemment évoqué dans les jardins. Je n'ai pas détaillé, ici on est à Saint-Germain-en-Laye, donc un jardin qui a disparu, créé par un ingénieur italien, enfin les grottes ont été créées par Tommaso Francini pour Henri IV, tout début du XVIIe siècle, et à droite vous avez un jardin qui lui est un tout petit peu postérieur, les années 1610, en Autriche, Hellbrunn, mais qui lui subsiste, très très bien conservé, où vous avez notamment donc cette figure d'Orphée, et ce qui est assez touchant d'ailleurs, c'est que, énigmatique, c'est que Eurydice porte au cou un médaillon avec le portrait du commanditaire, qui était le prince-évêque de Salzbourg, qui était Marcus Siticus de Hohenhems, et qui était très épris d'une chanteuse d'opéra. Donc sans doute Eurydice incarne cette chanteuse d'opéra. Alors, la catabase, c'est un voyage dans le jardin étant lui-même un voyage. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'hétérotopie, un jardin est un lieu, le parcours du jardin nous fait traverser, nous fait parcourir, nous fait voyager virtuellement à travers l'imaginaire, ce que montre très bien par exemple ce plan idéal d'un jardin, complètement un jardin de papier, un jardin qui n'a jamais été réalisé, qui est conservé aux archives des Yvelines, où vous avez toute cette ensemble, cette déambulation sinueuse dans laquelle vous rencontrez l'île de Cythère, l'île d'Amour, et ici l'entrée des enfers. Alors c'est écrit entrée, on veut dire, en fait c'est une erreur du dessinateur, c'est l'antre de Cerbère ou porte des enfers. Voilà, l'idée qu'on rentre réellement dans les enfers par une grotte. Et donc, plongeons sous terre dans un jardin totalement chtonien, totalement lié au monde des enfers, Sofievka, en Ukraine, qu'on n'a malheureusement pas pu visiter pour faire le livre à cause des conditions que vous connaissez. Pour cela, on peut suivre un guide qui est un des grands poètes polonais, Stanisław Tremenki. Je m'embarque à l'instant, ne songeant qu'au plaisir que des aspects nouveaux vont en foule m'offrir, mais à peine l'esquif a-t-il fondu les ondes qu'il me porte au milieu de ténèbres profondes. Pour la dernière fois, soleil, je t'ai donc vu, vivant dans les enfers, je serai descendu. Déjà, je crois toucher à ces rivages sombres où me déposera le nautonnier des ombres. Mais déjà se présente à mes sens éperdus le destin de Thésée et de Pirithroü. Je vois d'un monstre affreux les gueules menaçantes, dévorant les lambeaux de mes chairs palpitantes, et des cachous brûlants repères de forfait, où l'espoir ni la mort ne pénètrent jamais. Évidemment écrit en français. Donc ce jardin incroyable, réalisé à la toute fin du XVIIIe siècle, pour le compte
polonais Stanisław Felix Potocki, qu'il a dédié à son épouse, qui s'appelait Sophie, donc Sofiewka, ou parc Sofoïevski en ukrainien aujourd'hui, dans lequel, alors vous avez par exemple cette rivière qui s'appelle le Styx, pour laquelle il a fallu faire exploser des couches granitiques donc à l'explosif. On a récupéré les blocs qu'on a ensuite taillés, qu'on a fait tailler par des tailleurs de pierre et qui sont répartis dans le jardin pour créer une sorte d'énorme chaos rocheux qui évoque notamment, alors ici, l'entrée de la grotte de Calypso. C'est toujours difficile de parler d'un jardin qu'on n'a pas vu. Le labyrinthe de Crète. Encore, donc une sorte de, il y avait un lac de l'Achéron, une grotte de la terreur et du doute, donc un jardin dans lequel on s'amusait à se faire peur et à imaginer qu'on voyage dans l'enfer. Et cette idée d'une périlleuse traversée de la Terre, vous la retrouvez un petit peu plus tard, à la fin du 19e, début du 20e siècle, dans un autre jardin complètement excentrique, lié à une personnalité fascinante, qui est un riche portugais, Monteiro, donc qui était né à Rio de Janeiro, qui avait fait fortune enfin, qui avait fait fortune au Brésil. On est donc autour de 1900 à Sintra, donc dans cette Quinta da Regaleira, qui propose une sorte de parcours initiatique à travers toute une série de cavités, de grottes et aussi de puits. Donc le puits initiatique, 28 mètres de hauteur, hein, qui évoque vraisemblablement les 9 cercles de l'enfer de Dante. Et un peu plus loin, vous avez le puits imparfait. Donc là, c'est encore plus vertigineux parce qu'il n'y a plus d'escalier. Enfin, ça joue vraiment sur l'effroi. On rentre sous terre et finalement, on arrive à remonter. Donc, on en sort comme à travers une traversée de différents décors d'opéra, on en sort transformé, puisque pénétrer sous terre, dans l'idée même de la catabase, qui est une idée initiatique, transforme celui qui s'y livre. Et cette idée, vous la retrouvez aussi dans l'art contemporain, à travers, par exemple, pas tout à fait, enfin, déjà un peu ancien, le thème de Pinocchio et la baleine, en fait le grand requin du livre original de Collodi devient la baleine à partir du moment où Walt Disney crée le dessin animé. Et quand dans les années 70 on a voulu créer à Collodi, donc sa ville natale, la ville dont il a tiré son nom, un jardin en son honneur, qui est créé par un des plus grands paysagistes italiens du XXe siècle, qui est Pietro Porcinari, on a imaginé de faire cette baleine, donc qui renvoie toujours à la grotte infernale, la gueule infernale. Et puis je pensais surtout à ce travail de cet artiste japonais qui est mort il y a quelques années, Bukishi Inoue, Mon trou dans le ciel. Alors, il y en a fait toute une série il y en a plusieurs versions. Je vous montre celle qui est pas très loin de Collodi, justement, dans une collection, très belle collection de land art, qui est celle de Giuliano Gori. Donc, l'idée, c'est que vous pénétrez à travers ce dispositif de terre pour vous enfoncer et finalement ressortir jusqu'au ciel. Donc, c'est une sorte de réinterprétation contemporaine de la grotte. Le rocheux, donc toujours le parcours, mais là le parcours plus à ciel ouvert et dans des dispositifs qui sont vraiment d'échelle territoriale, qui sont d'échelle paysagère, ce qu'on a proposé d'appeler des promenades sublimes. Parce qu'elles sont tout à fait en lien avec cette esthétique du sublime qui se développe au XVIIIe siècle, et cette idée que ce sont les formes de la nature, sa verticalité, son obscurité, sa luminosité, qui ont un effet qui nous causent un certain plaisir, qui n'est pas le plaisir que provoque le beau dans sa définition classique. Un des premiers, et c'est assez extraordinaire par rapport à la chronologie qu'on a des jardins irréguliers, c'est celui de Sanspareil, donc à Bayreuth, créé pour la margrave Wilhelmine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 1744-1748, parce que c'est très tôt en fait, c'est un des premiers jardins irréguliers, pittoresques, créé en dehors de l'Angleterre sur le continent. Un parc qui est, qui se situe, on est dans le Jura franconien, donc on est dans une zone très très accidentée, avec vraiment des formations géologiques de grès très très particulières, dont on a tiré parti
pour concevoir un jardin qui est une sorte de mise en espace des aventures de Télémaque, hein, donc du grand roman de Fénelon de 1699, et dans laquelle vous avez, alors il y a la grotte de Calypso, etc., je n'ai pas détaillé, vous avez tout un parcours, et notamment ce théâtre incroyable, extraordinaire, qui est fait pour être vu des deux côtés. Depuis, donc là, on est du côté salle, qui est suspendu au-dessous d'une grande voûte rocheuse vers le côté Seine, et de l'autre côté, alors je prends ici un document ancien, mais c'est tout à fait encore présent in situ, vous avez depuis la Seine vers la salle. Donc cette grotte de Calypso qui se situe derrière, donc une sorte de grand, là encore, de grand théâtre à ciel ouvert, dans lequel on donnait des représentations et dans lequel sans doute on a aussi donc peut-être une des variations les plus fortes sur la parenté entre la grotte et la ruine. Et puis à Hawkstone, en Grande-Bretagne, dans les années 1770, un certain Sir Richard Hill, alors en plus il s'appelait Monsieur Colline, donc il avait un nom prédisposé, a joué le jeu. Il s'est fait un jardin qui est une sorte de parcours pour avoir des émotions contrastées et se faire peur. Se faire peur parce qu'on plonge dans les ténèbres, se faire peur parce que soudain, voilà, il y a ce Grotto Hill, donc qui renvoie donc à la colline de la grotte, qui renvoie vraiment à son patronyme, et qui joue sur la couleur des roches, hein, dans lesquelles on extrayait du fer à l'époque romaine. Et donc vous avez toute cette déambulation. C'est très difficile de restituer ça par la photographie. Il faudrait une vidéo en fait. Vous avez donc ces escaliers comme ça taillés dans le rocher, et soudain vous déambulez au-dessus du vide. Vous retrouvez donc il y a ces ponts vertigineux. On se retrouve encore dessous. Enfin, on remonte. La lumière, l'ombre. On croise un ermite à un moment. Alors qui était à un moment donné une figure de cire. Vous savez qu'on avait des ermites dans les jardins du XVIIIe siècle. On a retrouvé notamment une petite annonce de recrutement d'ermites précisant que l'ermite n'avait droit de se tailler la barbe qu'une fois par an, et encore incomplètement. Donc quand on était très riche, on pouvait se payer un vrai ermite, et puis sinon on mettait un mannequin ou un automate. Donc voilà, cette déambulation, et qui termine par la pleine lumière au sommet de la colline, où on a cette vue très, très. Enfin, il faut pas avoir le vertige pour arriver jusque là-haut, sur cet extraordinaire panorama de la campagne anglaise. Encore un autre de ces jardins sous forme de promenade sublime. Est-ce que c'est encore vraiment des jardins? On peut poser la question. C'est la Villa Gregoriana à Tivoli, qui a été très très visitée, alors qui est sur un site qui est très visité dès l'époque du Grand Tour. Ici on voit donc le futur tsar de Russie qui visite cette grotte de Neptune. Donc là, une grotte naturelle qui est creusée par cette immense cascade de Tivoli, hein, donc cette fameuse cascade avec le temple, etc., ce qui a été peint par tous les artistes qui sont allés à Rome, et évidemment ce qui est le modèle des buts de Chaumont, hein, cette petite cascade. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que la grande cascade, en fait, vous la voyez plus aujourd'hui quand vous allez à Tivoli. Les touristes sont souvent un peu décontenancés, parce que la cascade, elle a provoqué plusieurs séries d'inondations, une particulièrement désastreuse qui a ruiné une partie de l'acropole antique. Et donc, au début du XIXe siècle, alors d'abord les forces françaises durant l'occupation napoléonienne, puis le pape Grégoire XVI ont essayé de mettre bon ordre. Il y a eu un projet d'un ingénieur de détourner le fleuve, la rivière, pardon, fiume en italien, la rivière de 100 mètres. Et du coup, dans ce que vous avez sous les yeux, là où autrefois il y avait la cascade, on a transformé ça en une promenade. Donc une promenade sublime, donc qu'on appelle aujourd'hui la Villa Gregoriana, qui a été très très bien restaurée en 2005 par le FAI, le Fondo per l'Ambiente Italiano, donc une association qu'on pourrait un peu comparer au Conservatoire littoral en France. Et vous avez donc récupérant
des structures qui sont des structures creusées par l'érosion, en fait, toute une série de petits chemins, de ponts, de haltes, en partie s'appuyant aussi sur des ruines antiques, sur des galeries creusées plus ou moins à quelle époque, c'est assez compliqué. Enfin, il y a encore tout un travail à faire d'analyse de ce lieu, donc qui est typiquement ce genre de promenade sublime. Je termine cette séquence avec un exemple espagnol, Sama, un parc réalisé à partir de 1881, où travaille Josep Fontseré i Mestre, et où a peut-être travaillé, c'est une question encore ouverte, le jeune Gaudi, donc un parc rocheux dans lequel on retrouve encore tout un parcours. C'est très proche de Magellan, hein, de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est à peu près la même époque, avec donc là encore tout un jeu où on s'élève au-dessus de l'étendue d'eau. Je termine avec le profane. Festoyer, batifoler, s'ébattre, festoyer dans la grotte, c'est quelque chose de très fréquent. Enfin, c'est un fil conducteur de tout l'imaginaire, déjà dans la mythologie. Ça, c'est l'épisode de Thésée qui rencontre le fleuve à Kélos et on s'arrête et on festoie. Et donc Rubens imagine ça comme en lui donnant la forme d'une grotte de jardin de son époque. On banquette, et puis ce sont aussi des lieux de retraite, des lieux intimes qui vont, au XVIIIe siècle, être étroitement liés à la redécouverte des plaisirs du bain. Il y a une sorte de césure dans l'histoire du bain. Le bain, c'est quelque chose qu'on prenait encore au Moyen-Âge. Et puis il y a eu un moment où on a une sorte entre le XVIe et le XVIIe siècle, d'obsession sur les dangers de l'eau, parce que les miasmes peuvent passer à travers la peau qui est poreuse d'une certaine manière, et qu'on tombe malade comme ça. Et c'est pour ça qu'au XVIIe siècle, on ne se baigne pas. On se baigne très peu. On pratique ce qu'on appelle la toilette sèche. C'est pas les toilettes sèches qu'on a aujourd'hui. Donc on se frotte avec des linges blancs qui sont eux lavés, parce qu'on a une terreur c'est très dangereux de prendre de l'eau. Il faut imaginer qu'à l'époque, l'eau ne coulait pas du robinet. Et puis au XVIIIe siècle, le confort moderne arrive petit à petit dans les maisons, et donc de l'aristocratie. Et donc le bain va devenir un grand thème à la mode, et on va avoir des grottes qui servent de bain, comme ici, encore une fois, à Bayreuth. Je vous avais dit, vraiment, en Allemagne, on a certaines des plus belles grottes conservées en Europe. Dans la ville même de Bayreuth, dans le Château Neuf, l'unique fille de Wilhelmine, qui s'appelait Elisabeth Frédéric Sophie de Brandenburg-Bayreuth, duchesse de Wurtemberg, fait réaliser un appartement de bain, ça c'est aussi très à la mode, dans lequel donc, vous avez ce grand masque formé de coquillages, et le bain est sur la gauche, hein, on pénètre sur la gauche, et au-dessus de l'entrée, ici, donc j'ai mis le détail à côté, vous avez un petit amour qui dit il faut surtout garder le silence à propos de ce qui se passe à l'intérieur dans la baignade. Alors là, on est un peu dans l'univers, peut-être que vous connaissez à travers Point de lendemain, ce petit texte incroyable, délicieux de Vivant Denon, hein, le futur directeur du Louvre. On est dans cet univers galant, libertin, peut-être plutôt, c'est le terme qu'il faudrait utiliser, du XVIIIe siècle, des Lumières, et dans lequel l'érotisme est prétexte aussi à une débauche de luxe, dont l'exemple peut-être le plus extraordinaire, qui malheureusement a disparu, mais sur lequel on a une documentation incroyable, c'est le jardin du duc de Chartres, donc à Monceau. Le parc Monceau, tel qu'on le voit aujourd'hui à Paris, il a été entièrement transformé par Haussmann. Et sans doute, ce que je vais vous montrer était dans le pourtour qui a été loti au moment au XIXe siècle. Donc, mais qu'on connaît notamment par les planches de Le Rouge. Donc, dans son plan de la Folie de Chartres, je ne vais pas détailler ce jardin incroyable dans lequel a travaillé un des grands décorateurs de théâtre, qui est Carmontel, peintre de panorama aussi, et ce fameux jardinier anglais qui est Thomas Blakey. On a ce jardin d'hiver. On a la chance d'avoir une autre gravure. Alors, certaines sont en couleur, c'est beaucoup plus intéressant pour comprendre. Alors, comment ça se passe? En gros, vous rentrez par ici et vous parcourez comme ceci. Et ensuite, vous avez ici donc
la coupe qui correspond au plan en bas, qui est ce jardin d'hiver. Alors, on connaissait ça. Il y a aussi ce dessin dont on ne sait plus où il est aujourd'hui, parce qu'il a été publié par un historien, bon, on l'a perdu, donc qui est signé de Lagardette. Donc en fait, c'est surtout Monique, hein, c'est vraiment sa partie, elle est en train d'écrire un article justement entièrement là-dessus. Ce jardin a été conçu par de Lagardette, qui est un architecte qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on connaît surtout par ses réalisations révolutionnaires. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu plus comment ça se passe. En fait, il y a une sorte de double entrée, il y a des jeux de miroirs, donc on appuie sur un bouton et on rentre à l'intérieur. Et puis, ça c'est en vente actuellement chez un marchand d'art, d'autres dessins qui sont signés aussi de Lagardette, qui vous montrent, là encore, donc voilà le plan. Donc là, le jardin d'hiver, c'est très compliqué à comprendre parce que c'est dans l'espace. Ça, c'est au-dessus. Et en dessous, alors j'ai pris juste un détail donc, où on voit notamment l'antichambre, ici. Et puis, si vous êtes rentré en dessous, donc c'est l'autre planche, voilà le jardin et le deuxième axe avec ici ce qui est en fait une salle à manger. Hein, on fait ça dans les jardins. Alors, je vous propose, si on a juste une petite minute encore, de déambuler dans le jardin en compagnie d'un guide de Paris du XVIIIe siècle, le guide des amateurs étrangers à Paris, qui voyagent à Paris, 1787. C'est le texte le plus détaillé sur cet aménagement. Rentrant dans la grotte, vous trouvez dans une de ces cavités à gauche un tour par où se fait le service des cuisines. Évidemment, il n'y a personne qui sert. C'est comme à Trianon avec, vous savez, la table qui monte. Lorsque le prince donne à souper dans cette grotte, par le moyen d'un cordon, les musiciens qui sont dans la pièce qui est au-dessus de cette grotte sont prévenus d'exécuter des symphonies dont les sons mélodieux, pénétrant dans cet endroit par des lézardes de la roche qui en forment la voûte, viennent surprendre agréablement les convives et semblent être produits par les prestiges de la féerie. Une fontaine, coulant sur des rochers, fixe encore vos regards avant de quitter ces lieux enchanteurs. Je terminerai par cette idée que finalement, la grotte, c'est peut-être, à travers toute l'histoire des jardins, une des incarnations, une des figures de ce que Wagner a imaginé comme l'œuvre d'art totale, le Gesamtkunstwerk. Et cela, on en a une idée à travers les fêtes de jardin. Par exemple, les fêtes données par Marie-Antoinette en l'honneur de son frère, Joseph II, qui arrive de Vienne. On est en août 1780, tout est illuminé à Trianon, donc le Grand Rocher, qui est une sorte d'extraordinaire dispositif de roche, le belvédère. On a toute une série de descriptions de tous les effets qui ont été mis en œuvre. Ça a énormément fait jaser à Paris. Comment peut-elle se permettre de dépenser autant d'argent pour uniquement recevoir son frère? Et on est en 1780. Bon, on sait bien ce qui va se passer 8 ans plus tard. Et puis, ce qui est cette idée fondamentale, c'est qu'une fois que vous êtes entré dans la grotte, vous vous retrouvez magiquement transporté dans un ailleurs. Et donc, ici, pour finir, la grotte de Vénus. Donc encore une fois, un lieu, une hétérotopie, un lieu mythique représenté dans le jardin. On est à Linderhof, donc on est dans un des jardins de Louis II de Bavière, dans lequel vont collaborer tous les meilleurs techniciens et pas seulement artistes de l'époque. C'est un paysagiste, Karl von Effner, qui a conçu l'ensemble, mais il y a aussi un peintre, August von Eckel, qui représente sur la grande toile de fond, comme une sorte de grand décor de théâtre, ce qu'on appelle le mont de Vénus, le Venusberg, donc qui est un des hauts lieux du folklore allemand, qui est celui qui a donné le thème de Tannhäuser, du grand opéra de Wagner. En fait, on est en plein Wagner. On est dans l'acte 2 de Wagner, dans cette idée d'un grand voyage à travers la mythologie et en même temps la modernité la plus actuelle, puisque en fait tout cela
est construit à partir d'armatures métalliques sur laquelle il y a du ciment. Et il y a aussi une fée qui intervient, c'est la fée électricité. Il y a 24 dynamos qui sont les premières produites en Allemagne à l'époque, qui viennent éclairer artificiellement la grotte. Et voilà, on est dans effectivement ce que Wagner conçoit comme l'œuvre d'art totale. L'opéra, pour Wagner, c'est une sorte de synthèse des arts. Il y a la musique, il y a la littérature, la poésie, il y a tous les arts de la scène, la scénographie, l'architecture, etc., qui se concourent à figurer dans une sorte de drame cosmique. Qu'est-ce que c'est que le mystère, l'énigme de la condition humaine. Et c'est ce que cherche d'une certaine manière Louis II, qui rêve dans la grotte, qui est à Capri en même temps. Le côté bleu de l'eau, c'est la grotte bleue de Capri, donc c'est une des grandes grottes de l'Antiquité, la grotte de Tibère. On est aussi au bord du Rhin, en fait, parce qu'il y a ce petit rocher artificiel qui évoque la Lorelei, donc cette espèce de sirène germanique qui menace les navigateurs sur le cours du Rhin. Et on peut imaginer, il y a peut-être, vous avez ça en tête, cette très très belle image dans le film de Visconti, Louis II, qui dérive sur ce petit esquif avec un coquillage, bon ça c'est encore Vénus, mais des cygnes, ça c'est l'oiseau de Lohengrin, c'est l'oiseau qui chante quand il va mourir, et comme ça, il est sur ce petit esquif, et peut-être qu'il songe, comme le poète, dans sa fuite éperdue de la réalité vers un inatteignable ailleurs. J'ai rêvé, je suis le ténébreux, pardon. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Merci de votre attention. Merci. C'était magique, un voyage vraiment féerique. Est-ce que vous avez retenu comme grotte un aménagement qui est dans la Fondation Rodriguez Acosta à Grenade? Et en fait, c'est une maison avec des terrasses et dans laquelle il a retenu plutôt des souterrains. C'est-à-dire, c'est une évocation plutôt de type pyrénéese. Je ne sais pas si vous voyez de ce dont je parle. Alors, je ne sais plus si on l'a mis dans le livre. Oui, c'est un autre monde. C'est en fait une imagination un peu médiévale sur le souterrain, le mystère, le meurtre. Enfin, je sais qu'il y a une photo pas exactement de ça, mais du passage quand on arrive vers le bain de la piscine, le jardin de Diane, qu'on a longtemps retenu comme. Le problème, c'est qu'il a fallu choisir sans arrêt. Il y en a tellement. Mais alors, c'est effectivement un lieu incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux jardins d'Espagne. Cette fondation, le Carmen Blanco, le jardin blanc. Alors, il y a, c'est des souterrains qui sont en partie récupérés d'aménagements de l'époque arabe. Et le jardin est complètement, pour le coup, c'est vraiment un jardin tellurico-ctonien parce qu'on pénètre à l'intérieur. Ouais. Je voulais vous poser une question sur le thème des nymphéas. Alors, des nymphées ou des nymphéas Expliquez-nous précisément. Alors, nymphéas, c'est les nénuphars, donc ça c'est autre chose. Non, je parle des nymphées. Donc vous parlez des nymphées, oui. Non, mais... Alors, le nymphée, ça a été très longtemps un mystère. Tout le monde nous disait, tous les gens qui savaient qu'on travaillait sur le livre, alors qu'est-ce que c'est qu'un nymphée? Exactement la question que vous venez de poser. Et on n'arrivait pas à comprendre. Et donc, on a pris la question à bras-le-corps. Et le nymphée, c'est une sorte de termes qui viennent de ce qu'est notre rapport à l'Antiquité, qui est un rapport qui passe par ce que dit Paul Venn, que je citais tout à l'heure, des miettes. Il nous reste des miettes de la culture antique. Donc, le problème, c'est que pendant très longtemps, avec ces miettes qui nous ont été transmises par les textes médiévaux, on a fait ce qu'on a pu. Donc, en l'occurrence, dans l'Antiquité latine, le terme nymphaeum, il est très très tardif et très très peu utilisé. Il y a d'autres termes pour parler des grottes de jardin. On dit amalteum, on parle de musaeum, on dit domus nympharum, la maison des nymphes, l'antre des nymphes, etc. On fait des périphrases. Bon. Mais ce terme nymphaeum, très très peu présent. Et il ressurgit au XVe siècle. Il ressurgit
petit à petit, très progressivement, et vous l'avez dans tous les dictionnaires aujourd'hui, on vous dit nymphée égale grotte de jardin, ou il y a des gens qui font la différence, etc. Alors, en réalité, ça a été l'objet d'un énorme débat philologique entre les humanistes pendant tout le 15e, 16e siècle, qui sont crêpés le chignon pour comprendre qu'est-ce que c'était que ces nymphées, parce qu'on avait l'idée que c'était des grottes de jardin, mais aussi des bains publics, mais aussi ou des salles publiques dans lesquelles pouvaient avoir lieu des cérémonies, des banquets de mariage, pour les nymphes, en fait les vierges, enfin c'était cette idée-là. Et tout le monde est dans une espèce d'incertitude, chacun définit à sa manière, etc., jusqu'à ce que l'archéologie ait fait suffisamment de progrès, et en même temps l'étude critique des textes, pour qu'on comprenne que c'est un terme très très tardif, et qu'en même temps que la réalité des grottes antiques, elle n'est pas tout à fait celle qu'on a conçue. Et en gros, tout ça se termine avec Piranèse. C'est Piranèse qui a fouillé... qui a non seulement fouillé, mais qui a représenté, etc., la villa d'Adrien, c'est à partir de là que les choses sont un petit peu plus claires. Quand vous prenez 4 mers de Quincy, c'est un peu plus stabilisé. Le problème, c'est que toute cette histoire-là, on l'a oubliée, donc aujourd'hui, dans les dictionnaires, encore une fois, on prend nymphée comme synonyme de grotte de jardin. Mais l'étymologie est beaucoup plus compliquée. Ouais. Donc dans le livre, on a pris le parti de ne pas utiliser le mot nymphée, sauf quand c'est vraiment un aménagement qui est lié à l'iconographie des nymphes, plus ou moins explicitement, ou en tout cas dans lequel l'eau est fondamentale. Peut-être ce qui reste aujourd'hui, si vous prenez le vocabulaire technique des jardins, dans le vocabulaire de la série de l'inventaire, donc le vocabulaire de Marie-Hélène Bentière, ce sur quoi elle met l'accent, elle n'a pas eu le temps de faire tout ce travail qu'on a fait nous, mais c'est la question de la présence de l'eau. Alors, source plus ou moins réelle, plus ou moins réaménagée, vous avez ça à Nîmes avec le jardin de la Fontaine, hein, où il y a la Villa Giulia à Rome, par exemple, mais qui n'est pas décrit comme ninfeo à l'époque. On parle de grotta dans les documents du XVIe siècle. Qu'en est-il des grottes dans les jardins contemporains ? Il y a plein de réinterprétations. Il y a comment s'appelle ce lieu ? Alors, c'est un lieu que je connais, que j'ai pas visité, donc j'ai toujours des problèmes. Kerdalek. Je vais pas faire une. Kerdelek, voilà. Pardon ? Kerguélec, voilà, je suis un peu fatigué, je commence à faire des lapsus. Kerguélec, donc ça on est dans les années 80, je pense, hein, 70-80. Dans le livre, on a pris 2 grottes, enfin, on a illustré, il y a une photo, une très belle photo d'Yann Monel, et on a fait allusion aux grottes de Pascal Cribier, donc ce grand paysagiste qui nous a quittés il y a quelques mois, qui avait notamment réaménagé des souterrains à Vèze, dans le donjon de Vèze, un jardin qu'il a fait pour un commissaire priseur collectionneur d'art contemporain, qui est un jardin ouvert au public. Et donc en fait, c'est un aménagement de parking en réalité, mais donc dans lequel il a repris ça avec les grottes. Et dans un jardin privé du côté d'Antibes, où il a en fait la grotte, elle sert de réservoir. Et on peut pas entrer à l'intérieur, mais vous avez une paroi qui permet en fait simplement de surveiller le niveau de l'eau. C'est un réservoir parce que c'est un jardin qui est entièrement fondé sur la récupération des eaux de pluie. Et il a imaginé d'avoir des sortes de puits de lumière, des petits tunnels en verre transparent qui sont orientés différemment et qui permettent à la lumière du soleil de projeter des taches au niveau du sol qui bougent, qui se déforment et qui bougent en fonction des mouvements du soleil. Voilà, il y a plein. Niki de Saint-Phal aussi un personnage passionnant. Alors je vous ai montré le jardin des tarots, mais il y a aussi une des grottes qu'elle a faite à Ehrenhausen, donc un jardin du côté de Hanovre, un grand jardin baroque. C'est un de ses derniers travaux, un des derniers travaux qu'elle a réalisé juste avant sa mort, qui sont donc des grottes, un petit peu comme ce que je vous ai montré, que j'ai pas eu le temps d'analyser en détail, mais où il y a à la fois, elle reprend beaucoup le vocabulaire le principe des mosaïques, avec souvent des formes très très larges, hein, qui
ce qui permet d'accentuer le côté un peu polyédrique, le côté 3D un peu de ces mosaïques en volume. Et il y a énormément, elle s'appuie énormément sur les miroirs. Alors ça, c'est aussi toute une constante. Il y a très peu d'exemples qui sont conservés, mais on a énormément de traces dans la documentation de l'utilisation des miroirs à l'intérieur des grottes, parce que vous imaginez déjà l'eau, la pénombre, les bougies, et alors, en plus il y a des reflets, donc avec Monique on pense que finalement la grotte est un des prototypes du cinéma. C'était une des grottes notamment anglaises dans laquelle vous aviez celle de Pope à Twickenham, vous aviez la Tamise, la grotte était ouverte sur la Tamise, il y avait un miroir au fond, et donc on voyait à l'intérieur de la grotte se projeter les navires qui bougent. Et tout cela est décrit en termes de caméra obscura par des témoins de l'époque. Donc on fait le lien complètement entre ces grottes et tous les dispositifs optiques qui sont des espèces d'ancêtres avant la lettre de la photographie du 19e siècle. En ce qui concerne le jardin de Versailles, en 1781, vous avez parlé, qui avait éclairé le rocher, mais à quelle méthode ils avaient pris à cette époque? Il n'y a pas d'électricité, bien sûr. Alors, il y a des fagots qui brûlent dans des fossés. Les miroirs? Je crois pas. Je peux vous dire... Non. Moi, je connais que ça que c'est une femme de chambre de Marie-Antoinette qui décrit ça dans ses mémoires. Alors en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a 2 fêtes à quelques mois, je crois, de distance, et que, alors on a essayé en fonction de ce texte-là de comprendre quelle était la fête qu'avait représentée Châtelet dans le tableau, qui apparemment c'est de 80. Bon, il y a les feux de Bengale, il y a, je pense qu'il y a à peu près toutes les techniques des feux d'artifice de l'époque. La pyrotechnique de l'époque, quoi. Comment ? La pyrotechnie, oui, de l'époque. Oui. Le feu d'artifice existait. J'ai plusieurs questions, mais j'en prends qu'une. Oui. Vous n'avez pas parlé des grottes de fraîcheur comme il y a au jardin de, comment ça s'appelle, à Bouc-Bélair, d'Alberta. Les jardins d'Alberta. Oui, je suis pas allé visiter le lieu, mais je connais un petit peu c'est un château qui a été avorté. Oui. Il reste que le jardin et dans cette fameuse grande grotte de fraîcheur, où il faisait ruisseler de l'eau pour que ces dames se mettent au frais l'été. Ah, ça c'est essentiel. Ils prennent le terme grotte de fraîcheur. C'est un terme qu'on retrouve un peu à travers l'Europe. Et des choses les plus sophistiquées que moi j'ai eu l'occasion de voir, et c'était après qu'on a terminé le livre, c'est à Palerme, ce qu'on appelle, alors en italien, camere di Scirocco, donc les chambres du Sirocco. Et donc c'est hypogée. C'est pas nécessairement des grottes au sens où il n'y a pas forcément une voûte. Ça peut être juste on est en dessous, mais en tout cas il y a c'est surtout au XVIIIe siècle, celles qui sont conservées. Il y a un réglage, vous avez des petits ruissellements d'eau au sol, et vous avez un réglage de la ventilation incroyable. Et celle qu'on avait visitée, donc qui est dans le centre de Palerme, un des fils de la famille qui s'occupe du lieu fait des études d'ingénieur. Donc il a fait toute une étude sur la manière dont l'air circule dans la grotte, et pour comprendre pourquoi c'est à ce point rafraîchissant. Et c'est des lieux qui sont spécialement conçus quand à Palerme il y a le Sirocco, ça devient vraiment intenable. Vous vous réfugiez dans votre grotte pour être au frais. Peut-être qu'avec le changement climatique, les grottes vont vraiment redevenir à la mode. Oui, parce qu'il y avait un système hydraulique compliqué à Bouc-Bélair, l'Alberta. Il y avait un bassin de rétention plus haut, puis ils avaient une canalisation pour cette grotte qui était tout le temps humide. Bon, il y en a d'autres, comme les grottes des Baux-de-Provence, tout le bazar. Ah, ça, je ne connais pas. Donc, les anciennes carrières de Baux-de-Provence, Cocteau avait tourné le testament d'Orphée, justement. On en revient à ce que vous dites. Les anciennes carrières. Bon, il y en a d'autres. Et même le jardin à Fontaine, on a une grotte. Ça m'étonnait que personne n'en ait parlé. Bien, je vous remercie tous, et surtout un très grand merci à Hervé Brunon
pour cette magnifique conférence. Et rendez-vous donc le 18 février, Jean-Louis Knidel, paysagiste à travers champs. Vous ne serez pas déçus non plus. À très bientôt. Bonne fin de soirée.